Bonjour tout le monde, on revient dans une vidéo interview. Alors pendant la Japan Expo, j'ai rencontré le directeur éditorial des éditions Naban. J'ai fait une vidéo qui est sortie la semaine dernière et j'ai aussi rencontré plusieurs rédacteurs de l'encyclopédie des animés aux éditions Inis. J'ai rencontré que 3 rédacteurs, je suis un petit peu dégoûté d'avoir rencontré si peu de monde, j'aurais voulu rencontrer plus pour que la vidéo soit un peu plus consistante, mais peut-être que pour une prochaine Japan Expo, je rencontrerai d'autres rédacteurs et donc je ferai peut-être une version 2.0. Alors, vite fait avant de commencer, l'encyclopédie des animés, c'est normalement une dizaine de numéros qui va sortir, si je dis pas de bêtises, tous les trimestres ou tous les 4 mois, aux éditions Inis et donc, le but c'est d'avoir une encyclopédie en 10 volumes normalement, qui va être une encyclopédie qui va retracer tout ce qui est en rapport avec la Japanimation, donc des séries, des films, des OAV, je crois qu'il y a aussi les ONA et peut-être j'en passe des meilleurs, je sais plus tout ce qu'il y a exactement. C'est super intéressant, alors c'est comme je l'ai déjà dit dans mes lectures, c'est pas un bouquin que tu vas lire, d'une traite, tu vas piocher dedans un petit peu, découvrir peut-être ce qui s'est passé pendant les années 80 en 93, dire: «Ah tiens, il y avait quoi comme animé? C'était l'année de ma naissance». Parce que je suis de 93, voilà, oui, je suis vieux. Et donc voilà, c'est, l'occasion de vous parler un petit peu de ce livre et des gens qui travaillent derrière parce que voilà, ils sont plusieurs à bosser sur un bouquin, vraiment très solide et donc voilà, je laisse ma parole et je vous laisse, découvrir un petit peu cette interview. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Bruno Delacruz, journaliste pour Animeland. Alors bonjour, je m'appelle Joséphine Lemercier, je travaille pour Animeland depuis 3 ans et je travaille actuellement sur l'encyclopédie. Oui, je m'appelle Jonathan Cordier de Mello, et voilà, j'ai 27 ans. Comment est née l'idée du projet de l'encyclopédie et comment t'es-tu retrouvé impliqué dans le projet? Alors ce projet d'encyclopédie, c'était on va dire un peu un vieux projet que le magazine Animeland avait. Il y a eu plusieurs fondateurs en fait chez Animeland et voilà, il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas, etc. Et là cette année, donc je suis arrivé en 2021 en tant que salarié chez Animeland et moi j'avais déjà suggéré cette idée en fait à l'ancienne équipe et tout. Et du coup il est un petit peu ressorti du placard. Et moi à la base j'avais même fait un découpage par décennie. Bref, et du coup le grand boss d'Animeland a dit ben voilà on va la faire donc c'est parti, let's go, faisons une encyclopédie. Du coup j'ai travaillé pour Animeland depuis un petit moment et on m'a naturellement proposé le projet à partir de l'encyclopédie 2 parce que la première a été un peu expérimentale donc voilà. Donc, le projet était bien calé à partir de l'encyclopédie 2 et je suis arrivée dessus. Alors c'est grâce à Bruno que je suis là, parce qu'il a aimé le documentaire La jeunesse de Gundam, et il a dit que ce serait une bonne occasion pour moi de pouvoir commencer à bosser sur l'encyclopédie, et que c'était l'opportunité de le faire, quoi. C'est quoi le plus dur et le plus facile dans ce projet? Alors le plus difficile c'est de réussir à être exhaustif, donc à parler de toutes les productions avec des contraintes financières, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de volumes, un certain nombre de pages. On n'est aidé par aucune société, c'est-à-dire qu'on a fait un dossier nous au CNC. Oui c'est ça, c'est le CNC pour les livres, je suis en train de confondre, oui c'est ça. Ils n'ont pas voulu nous aider sur ce type de projet. Et la deuxième difficulté c'est de dire on fait une encyclopédie mais quelle sera sa forme? Est-ce qu'on fait des textes fleuves? Est-ce qu'on parle de tout ou pas de tout, etc. etc. Et moi j'ai avancé l'idée de fiches avec des différentes tailles. Ça nous permet au moins de faire en sorte que toutes les productions, même les plus inutiles, elles aient au moins une ligne ou deux, tu vois. Donc ça, on s'est dit ok. Ensuite il a fallu découper par volume. C'est très très difficile parce que on était un peu dans l'inconnu, on ne savait pas vraiment en termes de place combien de pages avons-nous besoin pour parler de 700 productions. Donc au début, sur les 2 premiers volumes, c'était un peu difficile. Maintenant, c'est bon, on a nos repères. Le travail le plus dur, je pense que c'est les copyrights et les images, parce qu'on doit les trouver en plus du texte. Le texte, on arrive à le faire assez correctement, et puis je parle japonais, donc c'est plutôt facile de trouver les informations. Mais après, c'est vrai que trouver les copyrights et les images de production un peu anciennes, c'est un peu mission impossible parfois. Mais j'aime bien faire les copyrights, c'est rigolo de décrypter, donc voilà. Quand il y a un animé où il y a extrêmement... En fait, il y a beaucoup de sites qui recensent pas mal d'informations en général sur les animés, donc le réalisateur, le studio, etc. Il existe énormément de productions, en général des stand-alone, des animés d'une quinzaine de minutes, voire dizaines de minutes, qui peuvent être produits par des instituts publics ou ce genre de choses. Et ce sont des animés pour lesquels il n'y a quasiment aucune information. Parfois même l'année, enfin non, pas l'année, la date exacte de sortie, parfois est inconnue. On sait c'est en quelle année,
on sait, mais on ne sait pas quel jour, on ne sait pas quel mois. Retrouver le réalisateur, le nom du réal, c'est extrêmement compliqué. En général, ça demande d'aller sur des sites qui sont intégralement en japonais. Donc ça prend pas mal de temps, forcément, d'être sûr de l'information, d'être sûr de la traduction. Et voilà, à mon avis, c'est le plus difficile. C'est toute la recherche d'animés inconnus ou quasiment inconnus. Et le plus facile, je sais pas s'il y a du facile. Il n'y a rien, hein. Mais par contre, c'est tout le temps du plaisir. Voilà, je pense que là, même tu sais, quand je t'en parle hors caméra ou quoi, ou tout à l'heure quand on en parlait, ça reste quand même du plaisir de parler de toutes les productions, on découvre plein de trucs. Non, franchement, c'est fun à faire. Ouais. Bah, j'ai un peu répondu déjà, mais c'est vrai que tout ce qui est information très factuelle comme le studio ou l'année de production, etc., c'est le plus simple à trouver en général. Bah forcément, quand on connaît les productions en question, là récemment j'ai fait une fiche sur la saison 2 de Ghost in the Shell Standalone Complex. Je connais l'animé, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de difficultés pour trouver les informations et je peux pas me tromper sur des trucs. En plus je dis ça, mais là ce serait un excès de confiance parce qu'à tous les coups c'est un truc super piège et je pense que c'est très facile de se tromper quand on connaît l'animé justement par excès de confiance. Non, je vérifie quand même, mais c'est vrai que c'est quand même plus évident quand on le connaît ou en tout cas quand c'est un truc très connu qui font que les informations sont disponibles en quantité largement suffisante, même parfois en français, donc ça facilite beaucoup le travail. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ta bonne découverte, une série que tu connaissais pas et tu t'es dit « Waouh, c'est super, c'est trop bien, je connaissais pas ». Alors, la phrase « Ah, je connaissais pas », j'ai dû la prononcer 3700 fois parce que tu te rends compte que tu connais vraiment rien. Pourtant, on va dire, allez, c'est un peu mon métier de suivre les machins et tout, mais il y a vraiment plein de trucs. Alors, il y a vraiment des trucs what the fuck parfois, tu vois, genre j'ai vu un animé avec un Godzilla qui devient Super Saiyan et qui se bat contre 3 filles. C'est un animé sur le Mahjong, mais il n'y a absolument aucune scène de Mahjong, enfin tu vois, c'est que des trucs comme ça. J'ai fait un petit thread sur Twitter où je marque les découvertes de l'encyclopédie, parce qu'il y a même des trucs ultra cringe qui arrivent super chelous. J'ai vu le monsieur avec son zizi voilà. en érection. Tu vois, par exemple, il y a ça. Mais en très bonne découverte, Lika-chan, c'est une vieille production, il y en a eu beaucoup, mais c'était très beau. Je crois que c'est celle de 89 peut-être. J'avoue que je me souviens pas trop, on en a tellement, mais c'est surtout retrouver des productions que j'avais aimées quand j'étais plus jeune, Calimero, Barbapapa, et puis après Dick Grayman, Death Note et tout dans les prochaines encyclopédies. C'est vrai que ça m'a fait plaisir, les Cités d'Or aussi, enfin voilà. Par exemple. Donc voilà. Mais après j'ai une petite liste là, j'ai plus en tête, mais je me fais une liste avec tout ce que je dois regarder quand même. Puis Bruno m'encourage beaucoup à regarder certaines séries plus que d'autres, parce qu'il s'y connaît énormément quoi. Donc voilà. En vrai, ça a été l'occasion pour moi de regarder Gundam SD, parce que je pensais que c'était une connerie, Gundam SD, mais en vrai c'est vachement bien. J'ai fait mon rattrapage mecha sur des séries de Obari, notamment Ordian, je pense à Ordian, qui est une série vraiment post-Eva, cryptique, et c'était vraiment bien. C'était soit en 96, soit en 2001, mais il y avait une production SF, c'était un truc indépendant, donc en fait c'est un réalisateur, alors ça se trouve il y en a beaucoup qui vont le retrouver, c'était un réalisateur qui a fondé son propre studio, qui porte son nom, donc c'est vraiment une structure très indépendante, il a tout fait, il a fait la musique, le montage, la réal, le dessin, enfin, il a vraiment tout fait, le montage, il a absolument tout fait, et c'est une toute petite production, un peu SF, très obscure, obscur dans le sens dans les thématiques, mais aussi dans le travail visuel. C'est pas du tout un animé c'est pas du tout conventionnel, hein. C'est un truc, on voit que c'est fait main, on voit que c'est complètement indépendant, et c'était un truc SF où il y avait un personnage qui était juste seul, c'était muet, hein, il n'y avait pas de voix, et ça se passait dans une espèce de futur un peu, enfin on ne sait pas trop quand ça se passe ni où ça se passe, c'est une personne qui est totalement enfermée dans une bibliothèque, c'était absolument fascinant en fait, parce que c'était un court-métrage qui était très court, 5-10 minutes, pas plus, je l'ai regardé en entier et j'étais genre, mais complètement abasourdi devant ce truc-là, il y avait une atmosphère vraiment de mort, de solitude, de décrépitude. C'est pas que j'aime bien les trucs torturés, mais c'est que là en l'occurrence l'atmosphère était tellement réussie en très peu de temps, sans aucun mot, c'était incroyable. Et alors le nom par contre m'échappe complètement, je suis désolé. Pour l'instant, sur les 3 et bientôt 4 numéros, quelle période as-tu aimé faire? Alors très honnêtement, on va dire que moi j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la production de l'animation, c'était à partir des années 90, mais j'ai adoré faire les volumes d'avant parce que, ok, ça m'a remis une piqûre de rappel. Sur les Tetsujin, pas trop besoin parce que par exemple on connaissait Tetsujin, mais plein d'autres choses, vraiment sur les premières productions de Mushi Pro,
ou plein d'autres studios qui ont crevé assez vite ou qui sont tombés en désuétude en l'espace de 10 ans? Je pense que la troisième ça a été le plus facile parce que la deuxième c'était encore assez vieux, c'était les années 80, donc les informations étaient assez rares même sur le web japonais, donc je dirais que c'est la dernière, donc début des années 90, voilà. Alors ouais, forcément j'ai pas beaucoup de recul, là j'ai 2004 en cours, il y avait 96 et 2001, forcément 96, moi j'ai des goûts qui sont plutôt rétro pour le coup, donc plus on s'éloigne, c'est pas du mieux, c'est pas du c'était mieux avant, mais c'est vrai que mes goûts personnels font que j'ai tendance à aimer les années 80, 90, donc ouais non 96 clairement. J'ai refait tous les Shinai Animation, le fait de revoir aussi de vieux réalisateurs qui commençaient ou qui étaient en pleine expansion. Donc en vrai ce sont plutôt les 2 premiers volumes où je me suis dit ah ouais, je recroise des noms que je connaissais mais je vois leurs premiers travaux et ça c'était le mieux. Parce qu'après à partir du 3, ce sont des noms que ok, j'avais déjà analysé. Maintenant, est-ce que tu as un animé à conseiller? Bah là dernièrement Spy Family c'est bien, mais ouais non je sais pas, moi j'aime beaucoup Nana, les chansons sont très bien mais vaut mieux lire le manga quand même. Mais Megazone 23 et je dis pas ça parce que j'ai fait un article sur Megazone 23, je dis ça parce que Megazone 23 en termes d'animation, en termes de cyberpunk, en termes de cyberpunk, j'ai un doute, oui cyberpunk, Megazone 23 quand même, non c'est du cyberpunk, j'ai un gros doute, j'ai peur sur les mots techniques, non Megazone 23, SF, non mais évidemment si vous êtes fan de SF, de mecha, regardez Megazone 23, la partie 1 c'est indispensable, la partie 2 a été réalisée par Ichiro Itano, animateur sur Gundam, donc allez-y les yeux fermés, la partie 2, il y a moins de gens qui sont extrêmement fans mais allez-y, la partie 3 optionnelle mais regardez-la quand même, Megazone 23 pour moi c'est un classique, ça devrait être un classique en France, ça ne l'est pas, c'est dommage, regardez-le. Allez, je suis obligé de dire Lane parce que c'est différent. Parce que c'est une série d'auteurs, parce que c'est une série originale qui s'est juste basée, donc c'est 98, qui s'est juste basée sur des visuels de Yoshitoshi Abe et ensuite ils ont développé tout un scénario avec Shiaki Konaka qui est scénariste très connu. Et Lane c'est quoi? Ça t'explique. Donc en 98, les déboires d'internet, les déboires des forums, la violence aussi d'internet, les 2 premiers épisodes s'ouvrent avec 2 suicides, une fille qui se jette d'un toit et un gars qui se met une balle dans la tête. Ça parle du double, c'est-à-dire la personnalité réelle, la personnalité web, et la réalisation de Nakamura, Ryotaro Nakamura, qui est un réalisateur mort, est vraiment exceptionnel dans le sens très unique, hyper cryptique, j'utilise encore ce terme, on ne saisit pas tout. Mais en fait j'aime les animés où on a du mal justement à saisir, on a besoin d'avoir tous les fragments pour mieux comprendre. Voilà, c'est pas la série la plus méconnue, très honnêtement, vous pouvez la choper chez Dybex en très très bonne qualité, le Blu-ray, il y a tout un livret sur le remaster, comment est-ce qu'ils ont refait les rushs, enfin nettoyé pardon le master. Voilà, vraiment c'est une merveille et je pense qu'en France on doit davantage s'intéresser à ces titres-là, surtout la nouvelle génération. Pour terminer, est-ce que tu as un projet que tu as envie d'évoquer en dehors du projet de l'encyclopédie? Déjà personnellement, donc je suis engagé avec Rétro Laser également. C'est un MOOC de Omake Books. Tous les trimestres, je vais faire c'est une publication. C'est un MOOC à publication trimestrielle. Et donc j'ai fait 2 articles sur Gundam déjà. Il y en a un sur Megazone 23 du coup qui vient de sortir dans le numéro 13, qui est sorti là à l'occasion de la Japan Expo. Et il y en aura d'autres après. Et voilà, donc je suis très content. J'ai la chance et l'opportunité de pouvoir parler de productions qui sont très peu connues, même parfois très peu connues au Japon, c'est dire, et des productions que moi je juge indispensables et essentielles dans l'histoire de l'animation japonaise, notamment l'animation dans tout ce qui touche à la SF et au mecha. Et j'aimerais vraiment continuer à creuser un peu cet aspect-là, notamment l'aspect historique en fait. Qui a bossé sur quoi, en quelle année, comment, pourquoi, comment est-ce qu'on retrouve tel réalisateur sur la production de Bubblegum Crisis, parce qu'en fait il s'est fait repérer sur des productions comme Technopolis 21C ou ce genre de choses. Non, c'est 21st Century, pardon. Bref, des productions méconnues, peu connues, moi c'est vraiment là-dedans que j'aimerais continuer à creuser. Donc avec Omake Books et d'autres projets dont je ne peux pas encore parler. Il y a pas mal de choses qui arrivent niveau Corée, K-pop, etc. parce que j'aime beaucoup ce genre de sujet-là. Et du coup, je suis en train de regarder si je peux pas faire davantage de choses sur la Corée également, même si j'adore le Japon et c'est toujours mon premier amour. Voilà. Je rappellerai qu'on fait une encyclopédie tous les 3 mois, 4 mois.
un Animeland tous les 3 mois, un Animeland Extra tous les 3 mois. Mon projet un petit peu plus perso, enfin pro, hormis mes passions, c'était de faire une encyclopédie gratuite, un spin-off gratuit de l'encyclopédie, mais concernant les animés que l'on trouve dans les jeux vidéo. C'est-à-dire toutes les introductions animées, par exemple. C'était de faire un top 100. Voilà, moi c'est un truc que j'aimerais mettre gratuitement à dispo. Et je cours déjà après le temps. Et voilà. Mais je préciserai aussi que je parle souvent de l'encyclopédie parce que c'est un projet qui me tient à cœur et on entend peut-être souvent ma voix ou on voit souvent ma tête. Mais on est vraiment une équipe. Il y a Joséphine qui est là, Joséphine Lemercier, Joanne Lenné, Matteo Watzki, Alexandre qui est à l'Icono, Wilfried de Sachi qui est notre maquettiste, Mélissa et Sonia les 2 correctrices, Agnès André, Sandra, qui on a eu aussi Romain Danois, j'en oublie d'autres. Non, Nicolas Gros aussi qui est très très bon, suivez-le sur Twitter, il est au Japon, il nous aide beaucoup, il faut que je les dise tous. Comment il s'appelle Jonathan Cordello, Damien Hiller, Profi Sekai, merci. Ça, je leur ai demandé de venir sur le projet, ils ont accepté, donc merci beaucoup. Ouais, c'est Jonathan Cordello, Platypus, Pink Platypus. Et voilà, donc on est tous ensemble, vraiment on est une équipe. Merci, c'était tout.